Nice, merci. Bonjour et merci. J'ai écrit un texte qui peut résonner avec cette journée. Je l'ai écrit après avoir écouté un podcast France Culture sur l'astronomie à 3h du matin. J'aimerais vous le lire, accompagné par mon ami Louis Frère à la contrebasse. Il s'appelle Planètes errantes. Dans le système cérébral de ma tête, les mots scientifiques sont considérés comme particulièrement poétiques. En philosophie, ces mots qui créent à ma place sont appelés des concepts. Voici leurs histoires. Les concepts de l'infiniment grand, du cosmos, des planètes, de l'espace m'inspirent énormément. Ils m'ouvrent des portes infinies sur ce qu'ils pourraient vouloir dire ou représenter parce que je ne les maîtrise pas. Ils me font rêver à une vie humaine plus sensible. Tous ces mots qui définissent des principes qu'on retrouve à l'échelle cosmique s'appliquent aux humains, aux relations humaines et à ces cultures. Planètes errantes. Elles errent dans l'espace intergalactique, interstellaire. On les appelle les planètes ratées, les exclues. Elles ont été exclues par des galaxies, exclues d'un système gravitationnel dit normal. Elles ne sont rattachées à rien ni personne. Il apparaît improbable de les rattraper. Il faudrait certes les capturer pour leur sécurité, les mettre en orbite, alignés, bien rangés. Mais il est très difficile de les repérer. Elles sont noires, dans le noir, sans soleil et donc sans lumière. C'est plus que de l'obscurité, c'est du néant. Mais moi, je sais bien qu'elles se planquent pour leur intégrité. On pourrait bien les repérer avec un système de lentilles très complexe, comme pour les faire réapparaître, les faire s'allumer, reprendre vie à nos yeux, les reconnaître enfin et leur permettre de se voir entre elles, au grand jour. Je pense soudainement aux X-Men, à Cérébro, cette machine qui, dans le film, permet de localiser les pas normaux. Je pense à la propension des personnes particulières à se connecter entre elles, sûrement une histoire de fréquence. Elles se synchronisent dans un même espace-temps. Le temps, c'est important. Parfois, une de ces planètes erre à côté d'un astre. Peut-être que sa force gravitationnelle pourrait l'attirer, la remettre en orbite, l'accepterait dans son système, qu'elle cesserait l'errance et qu'enfin, la greffe pourrait prendre. Mais souvent, c'est pas le bon timing. Ça ne suffit pas à grand-chose. Quelques kilomètres, quelques années-lumière tout au plus, un petit vent d'ouest, une brise, un léger trou noir.
Une minuscule poussière d'astéroïde et hop, la voilà hors circuit à nouveau. Elle aurait eu sa chance. Alors elle reste, errante, éteinte, la tête en miettes, le chaos dans les os, des lambeaux de peau, pas de chair, juste de la pierre, des émotions plein le ventre, la peine au cœur, la douleur à l'épicentre, planète errante. Merci. Je vais lire un témoignage. Je remercie la personne à qui je l'ai adressé, la personne qui m'a donné envie de lui écrire ce texte, et les personnes qui ont rendu le fait que je le dise ici possible aujourd'hui, toutes. Je l'avais intitulé « Une réalité de terrain pour une femme porteuse de troubles du spectre de l'autisme en 2022 ». Puis finalement, j'ai changé. Ça s'appelle Des secteurs fermés à la liberté, mon parcours jusqu'à l'autisme. Je suis une femme, j'ai presque 37 ans, j'habite à Dieppe depuis 7 ans, après avoir habité à Vitry-sur-Seine, Bordeaux et Marseille. C'est à Dieppe, pourtant désert médical notoire, que je suis orientée vers un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, enfin. Après 35 ans d'errance, d'erreurs de diagnostic, 35 ans de ponte, de prise en charge en psychiatrie, à grands coups de médoc, de secteur fermé pour ma sécurité, pédopsie, psychiatre, psychologue, psychomote, ergothérapeute, et tous ceux qui travaillent comme ils peuvent avec les fous. Et j'emploie ce mot en connaissance de cause. J'ai été traitée comme telle pendant 35 ans, placée dans des hôpitaux de secteur, à côtoyer des collègues de psychiatrie, pas classés par ville de résidence, degré de sévérité ou symptômes, mais par ville de résidence, pardon. C'est à Dieppe, donc, en arrivant, que je trouve dans les pages jaunes une psychiatre en libéral. L'hôpital, je peux plus, c'est gratuit, mais c'est ghetto. Elle me dit d'emblée que ça va pas, que mon diag ne colle pas, et elle me dit de faire des tests de QI. Je lui explique que non merci, déjà ça coûte une blinde. Déjà je suis folle, je ne vais pas cumuler les mandats. Une différence de plus, ça ne m'intéresse pas. Elle insiste, pour notre futur fils. Du coup j'y vais. Je le fais à Paris, je paye. Les résultats sont sans appel. Il me balance un chiffre apparemment élevé, comme si j'étais montée sur une balance. De là, la psychiatre de Dieppe m'envoie aussi dans un centre expert en psychiatrie à Créteil. Là, il me dit en effet que ça ne colle pas. Il m'explique que je porte depuis 10 ans une veste qui ne me va pas, que je prends les traitements qui vont avec, mais qu'en fait, c'est pas ça. Moi, j'y connais rien, mes parents non plus, mais les médecins l'ont dit. Des hommes de 50 ans en blouse blanche, je les ai écoutés du coup. Bien docilement, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai avalé les benzos, les neuroleptiques et toutes les autres armes chimiques. C'est à partir du chiffre, celui du QI, que je suis orientée vers l'autisme, enfin vers les TSA, les troubles du spectre de l'autisme. Je crois comprendre que Hans Asperger a fait des trucs pas clairs pendant la guerre et qu'on ne dit plus son nom. Mais pour savoir, il faut passer des tests neuro, inscription au CRA, le centre ressources de l'autisme, 2 ans de délai d'attente. J'ai l'impression d'avoir perdu du temps, d'avoir été sur les mauvais chemins. Hashtag Sofinco, hashtag Crédit Conso, 500 €, test neuro. Excuse-moi, je vais boire. Les résultats sont enfin là, TSA.
Le neuropsy m'explique que chez les femmes, c'est comme ça. Que c'est plus compliqué à détecter quand elles sont intelligentes, qu'elles s'adaptent quoi qu'il leur en coûte, que leurs intérêts restreints sont plus passe-partout, que souvent, d'ailleurs, leurs diagnostics sont errants, qu'elles sont en fait nombreuses à ne pas être diagnostiquées et donc suivies correctement. Que chez les hommes, ça se voit mieux, que la majorité des études de haut niveau, comme il dit, concernent les hommes, qu'on s'intéresse aux femmes autistes depuis peu. Je ne me balance pas, je ne compte pas les chiffres très vite, je sais vraiment bien compter, je ne retiens pas les plaques d'immatriculation ni les dates, je parle, je sais même aller dans des soirées avec des gens et de la musique. Au quotidien, 80% de mes pensées, préoccupations, mes espaces de cerveau disponibles se focalisent sur autre chose que l'opérationnel, faire des choses. Pour ça, donc, j'ai 20%. Ça étant élever mon fils, travailler, être une femme, une épouse, gérer ma maison, mes amis, mes interactions sociales, les supermarchés. Et les autres pourcents se focalisent sur, au choix, de grandes questions existentielles, philosophiques ou métaphysiques, ou au contraire de tout petits détails. Une miette sous mon pied droit, un clignotant de voiture, un néon mal réglé. J'ai choisi les mots, j'écris, mais en dictée 0 sur 10. Je suis dyslexique. Alors j'écris du fond, mais pas en forme. Je fais des fautes d'orthographe de ouf. Quand je me concentre sur le fond, la forme est abstraite. J'ai fait les beaux-arts, je sais de quoi je parle. Bref, je suis une femme en 2022, une diépoise, artiste, autiste, une meuf avec tout plein d'acronymes. 10, TND, TSA, NA, MDPH, RQTH, AH. Et donc on va enchaîner les témoignages et je vous passe la parole pour commencer. Merci. Je m'appelle Liliane Brunet, je suis la maman d'un garçon de 56 ans presque et je vais simplement témoigner de son parcours de vie. Philippe avait 6 mois lorsqu'un diagnostic de surdité a été établi. Malgré un suivi intense, appareillage, orthophonie, etc. sur plusieurs années, l'absence d'amélioration aboutit à un échec total, même dans la tentative d'intégration en établissement pour enfants sourds. Il fut accueilli en maternelle quelques heures par semaine, de 5 à 7 ans, mais Philippe fut en grande difficulté et la maîtresse aussi. Les premiers signes repérant des difficultés d'une autre nature apparaissent lorsqu'il a 6 ans et se confirment l'année suivante par le refus d'accueil dans des structures spécialisées sollicitées. À la suite d'un événement très inquiétant, je suis allée consulter un pédopsychiatre. Le diagnostic de psychose infantile type Kanner, c'était ça à l'époque, sera posé en novembre 1973. Il avait donc 7 ans et demi. Et la façon dont ça a été remis mérite d'être notée parce que les choses ont heureusement fort bien changé maintenant. Le psychiatre qui reçoit Philippe me remet sans un mot un courrier cacheté que je dois remettre à mon médecin traitant. Évidemment, la réaction première a été, dès que je suis revenue à ma voiture, d'ouvrir l'enveloppe. Et là, j'ai découvert diagnostic de psychose infantile précoce type Kanner. Je ne savais pas ce que c'était, hein. Pourtant je suis du milieu médical, mais il y a 50 ans on ne parlait pas d'autisme comme aujourd'hui, et donc je me suis demandé ce que c'était, mais je me suis dit que ça devait être drôlement grave pour que le médecin ne m'en parle pas. Bien sûr, j'ai remis ce document-là à mon médecin traitant qui était aussi démuni que moi. Donc voilà, faute de conseils, je me suis demandé ce que j'allais faire parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas tout l'accompagnement que l'on a heureusement. Et au passage, je remercie vraiment tous les professionnels de tout le travail qui a été fait depuis cette époque-là parce que se retrouver dans cette situation-là était quelque chose d'atroce.
J'ai trouvé un IMP qui a bien voulu l'accueillir, mais ça s'est très très mal passé. Philippe était entouré d'enfants, effectivement, tous en difficulté. Et l'autisme, on ne savait pas ce que c'était, donc trop de difficultés, ça n'a pas marché. Il devenait agressif. Et puis, suite à de nouvelles consultations, il a quand même été accueilli au Campi, c'est-à-dire le secteur pour enfants de l'hôpital psychiatrique. Et à ce moment-là, a été déjà commencé un traitement au Neuleptil. À l'âge de 16 ans, en psychiatrie, on passe dans le secteur adulte. C'était terrible autant pour lui que pour tout le monde, parce que là aussi, il n'y avait pas de prise en charge particulière, bien sûr. Ça a été un moment vraiment de grande panique. Et puis à l'âge de 20 ans, on devient adulte en secteur psychiatrique. Et ça a été quelque chose donc de très très difficile. Enfin, je passe les détails, mais vraiment, ça a été compliqué. Je recherchais bien sûr un accueil pour lui. Toutes les portes se fermaient. C'était vraiment quelque chose de catastrophique. J'ai eu la chance de rencontrer une maman dont la situation ressemblait un petit peu à la mienne. Et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Puisque toutes les portes étaient fermées, il fallait absolument qu'on fasse quelque chose. Il n'y avait rien. Et on s'est dit, on va créer quelque chose. On a créé une association qui a commencé par s'appeler Autisme 76 et qui est devenue Sésame Autisme Normandie. Des structures ont été créées. D'abord une structure pour enfants, pour 5 enfants, avec intégration scolaire. Déjà à ce moment-là, c'était en 1992. Et puis ensuite, on a créé un foyer d'accueil médicalisé pour les adultes, parce que là, c'était vraiment aussi très, très urgent. Et donc, mon fils est accueilli depuis janvier 1994, là. À cette époque, juste avant la création de ces établissements, nous avions fait venir un neurolinguiste belge, Théo Peters. Quelques-uns d'entre vous en ont peut-être entendu parler. Nous avons eu une formation sur 1 semaine. Et là, c'est la première fois que moi j'ai compris un peu ce qu'était l'autisme. On en a appris plus en 1 semaine que pendant toutes ces années. Et à partir de ce moment-là, effectivement, on a commencé à avoir des attitudes ou des comportements plus en rapport avec l'autisme. On sait bien, l'autisme, il faut faire table rase de toutes nos convictions, de toutes nos certitudes je vais dire, neurotypiques. Il faut tout remettre à zéro et puis apprendre à se comporter autrement. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont commencé un petit peu à bouger. Donc, Philippe est entré à l'âge de 28 ans. Il y a beaucoup progressé grâce à la qualité de l'accompagnement. Je dois dire qu'il est né à une époque où l'autisme n'était pratiquement pas connu. Et la carence éducative précoce ne lui a pas permis de développer un potentiel réel qui s'est découvert tard, beaucoup trop tard. Il est aujourd'hui âgé de 56 ans et c'est maintenant le vieillissement qu'il convient d'accompagner. Donc, je ne sais pas si M. Jumel est parti, mais lorsqu'il a abordé le thème du vieillissement, ça m'a beaucoup touchée parce qu'effectivement, c'est une autre étape de la vie qu'il convient de traiter. Merci. Vous allez pouvoir passer le micro de l'autre côté, si ça ne vous dérange pas, ou on change, comme vous voulez. Donc on laisse la parole à Fanny Noël-Rivet et Fabrice Noël, voilà, parents de Marceau. Bonjour, je vais me présenter, je vais essayer de vous apporter un témoignage, je vais essayer de le faire le plus simple possible, même si ça
ça risque d'être plus ou moins long. Donc je m'appelle Fanny Noël Rivet, je suis mariée donc, à Fabrice Noël qui est à côté de moi. Nous avons 2 enfants, ma fille Marthe, 12 ans, et mon fils Marceau, qui a 8 ans, et qui a donc été diagnostiqué avec un TSA à l'âge de 4 ans. Si je devais résumer un petit peu, j'ai eu une grossesse classique, un accouchement classique également. Marceau, je dirais, les premières années, a fait son petit bonhomme de chemin, dormait bien, mangeait bien, pas de problème majeur. Sauf qu'à l'âge de 2 ans et demi, j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter parce que Marceau n'associait pas 2 mots. J'ai donc été voir mon médecin traitant en lui disant que ça me paraissait un peu étrange, et en faisant la comparaison avec notre fille, je me disais c'est bizarre, il y a quelque chose. Mon médecin me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il ne fallait pas faire de comparaison. Facile à dire. Elle m'oriente quand même vers un ORL pour faire quelques tests auditifs qui ne révèlent pas de problème non plus. Bon, quelques semaines après, Marceau commence à parler. Donc on se dit que tout va bien, on continue. Malgré tout, sa nounou et la crèche qui le suivait trouvaient que Marceau était un petit garçon un peu introverti, souvent à l'écart des autres. Bon. Marceau rentre à l'école. Là, les choses deviennent plus compliquées parce qu'au bout de quelques mois, on nous explique qu'il ne rentre pas dans les apprentissages, qu'il n'interagit pas avec les autres. Donc de là, on nous donne un rendez-vous avec la psychologue scolaire. On nous dit d'aller voir une psychologue. Bon, Marceau n'échange pas, ne parle pas. Et finalement, la maîtresse de Marceau de l'époque m'oriente vers une PMI. Et de la PMI, j'arrive vers le CANSP. Donc, peu de temps avant le rendez-vous, je vais quand même voir ce qu'est le CANSP. Et effectivement, c'est un début de coup de masse qui me tombe dessus parce que je commence un petit peu à comprendre. Malgré tout, voilà, les tests sont faits à l'école, les rendez-vous s'enchaînent et le diagnostic est posé. TSA modéré. Donc, l'effondrement. Tout un tas de questions. D'ailleurs, la première question que j'ai posée au docteur Garot, c'est qu'est-ce que ça va faire pour lui plus tard ? Comment il va évoluer ? Est-ce qu'il pourra continuer d'aller à l'école ? Est-ce que je vais devoir m'arrêter de travailler ? Est-ce qu'il va faire des études ? Est-ce qu'il va travailler ? Enfin, voilà, tout un tas de questions. Et là, on m'explique que s'il a une bonne prise en charge, il peut y arriver, que le chemin, au lieu d'être en ligne droite, il risque d'être un peu sinueux, mais qu'il peut y arriver. Une bonne prise en charge, donc on va en parler, puisque je pense que c'est le combat de tous les parents qui sont là dans la salle. On est sans cesse en train d'attendre. Le mot liste d'attente, ça fait partie de notre quotidien. On est sur liste d'attente pour avoir un professionnel, un orthophoniste, un psychomote, une prise en charge par un CESAD, etc. Et on attend les notifications de la MDPH. Voilà. Ça, c'est le quotidien. Et comme on l'évoquait encore, je crois, la semaine dernière, on se disait que c'est pas normal, on est obligé de se battre pour faire reconnaître nos droits, les droits de nos enfants, et ça c'est insupportable. Après, ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est qu'en tout cas pour nous, ce qui nous a un peu aidé, parce que effectivement on avait tendance à se replier quand même sur nous à la suite du diagnostic, c'est l'AFE, puisque l'association des parents d'enfants autistes, on en avait parlé à la suite du diagnostic, et on nous donne tellement plein d'infos qu'on ne retient pas tout. L'AFE pour nous, un jour on a franchi le pas, un samedi matin, on y est allé, et je crois que c'était la première fois, enfin en tout cas pour moi, où j'arrivais à parler librement, où j'arrivais à parler du diagnostic qui venait d'être posé, alors je pense que pendant des semaines et des mois, on n'arrivait pas à l'évoquer, même nous deux.
Donc on s'est dit que on n'était pas les seuls en fait à être dans cette galère. Alors ça résout pas tout, c'est pas une baguette magique, mais en tout cas c'est rassurant. Et au fur et à mesure des rencontres, on fait des rencontres de belles personnes. Dorénavant, je suis même membre de la FEE, puisque je suis devenue secrétaire il y a quelques temps. Et le second point sur lequel je voudrais insister aussi, et ce qui nous a permis d'avancer aussi dans l'acceptation de tout ça, c'est les formations. Les formations qui sont dispensées sur le territoire diepois. Il y a vraiment, et je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a dit, qui m'a volé mon idée, mais c'est pas grave, c'est l'avant et après formation. C'est peut-être bête, mais moi j'ai commencé à comprendre comment mon enfant fonctionnait, ce qui est un peu culpabilisant quand même en tant que maman, parce qu'on se dit il a fallu ça pour arriver à comprendre certaines choses. Mais pour autant, c'est rassurant, il y a l'avant et l'après. Donc vraiment, ça mobilise du temps. C'est sûr que c'est pas facile, mais si vous avez l'occasion de les faire, vraiment, je vous le conseille. Et nous, ça nous a permis de comprendre aussi que c'était pas à Marceau de s'adapter à nous, mais à nous de s'adapter au fonctionnement de Marceau. Et voilà, et on avance à petits pas, voilà, j'aurais voulu dire plein de choses, mais voilà, je voulais vraiment insister sur le fait que aujourd'hui, ce qui reste le plus difficile encore pour moi, et je pense que ça le sera toujours, c'est le regard des autres. Avec l'envie de bondir sur la moindre personne qui pourrait me faire une remarque, soit sur le comportement ou sur l'attitude de mon enfant, ou même le regard des autres, tout simplement. Et je me dis que c'est en participant à des semaines comme ça, à des journées comme ça, où on va faire avancer les choses pour faire comprendre au public ce qu'est l'autisme. Enfin, en tout cas, j'espère de tout cœur qu'on y arrivera. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Moi, au début, j'étais dans le déni complet, parce que mon médecin m'avait dit « T'inquiète pas, il n'est pas autiste. Ça va bien se passer, tu vas voir, ça va passer tout seul. » J'y ai cru, mais ça va le faire. Deuxième micro, si vous voulez. Merci. C'est difficile de passer après tout le monde, ça fait beaucoup d'émotions. Les siennes et celles de toutes les gens qu'on aime, et puis de toutes les personnes qu'on découvre au fur et à mesure. Alors, pour nous, l'histoire, elle a été un petit peu différente. Donc, on est en couple avec David, on a 2 enfants, donc Lila, qui a 11 ans, et Jade qui a aujourd'hui 4 ans et demi. On a eu un début très compliqué, Jade a eu un début de vie très compliqué parce qu'elle est née avec des problèmes cardiaques et dès la sortie de la maternité, elle a été hospitalisée dans la foulée partout, à Dieppe, à Rouen, à Necker, au Havre. Elle a fait 2 malaises cardiaques. Elle avait des problèmes également à l'œsophage, en fait, dû à une allergie aux protéines de lait de vache qui a été découverte tardivement. Donc ça a vraiment abîmé tout son intérieur. Donc elle avait des sondes, donc elle a eu vraiment une première année de vie compliquée. Et ça a un petit peu caché, ou en tout cas retardé, le diagnostic, même s'il a été posé tôt, parce que du fait de ses problèmes cardiaques, on ne pouvait pas l'habiller correctement. Enfin, on ne pouvait pas l'habiller du tout, même dès le départ. Elle était branchée constamment. Elle ne pouvait pas s'alimenter correctement non plus. Donc, côté alimentation, c'était compliqué. Côté sommeil, c'était compliqué aussi dès le départ, mais bon, étant donné qu'elle était branchée tout le temps, qu'elle était sondée aussi, on pouvait justifier des symptômes, si je peux appeler ça comme ça, par tout ce qu'elle vivait au quotidien.
on a commencé à s'interroger à partir de 1 an, parce que c'est l'âge à partir duquel tout a commencé à rentrer un petit peu dans l'ordre. Donc côté cardiaque, côté œsophage, elle a commencé à marcher. Et là, elle était pleine de vie, vraiment. C'est une petite fille qui est joviale, qui est pétillante, qui rigole tout le temps, qui nous fait rire. Elle a une répartie incroyable. Donc au début, on était super heureux parce que clairement, on nous avait dit qu'elle pouvait mourir. Elle avait fait 2 malaises cardiaques déjà. Où du coup, le SMUR nous l'avait sorti toute nue sur l'autoroute, en pleine nuit. Voilà, on a vraiment vécu des choses dures. Et du coup, quand on l'a vue pleine de vie, on était contents. Parce que clairement, on n'avait jamais pensé pouvoir vivre un jour ces moments-là. Donc au début, c'était de la joie. Elle courait partout, elle était vraiment pleine de vie, elle montait partout, elle jouait tout le temps, jusqu'au moment où c'est devenu vite ingérable et invivable, parce qu'en fait, on ne pouvait pas lui tourner le dos une seconde, on ne pouvait pas aller aux toilettes, on ne pouvait pas cuisiner, il fallait qu'il y ait une personne qui soit constamment avec elle, à la surveiller, parce que dès qu'on lui tournait le dos, elle partait, elle se sauvait, elle savait ouvrir les portes, elle se mettait en danger, elle montait sur les meubles. Elle s'enfermait, elle se cachait, on ne la trouvait plus, c'était vraiment compliqué. Et là, on s'est dit qu'il y avait beaucoup d'écart entre la grande et la petite, et que du coup, peut-être que finalement, on avait perdu la main. Peut-être qu'on avait vieilli, on était moins patient, peut-être qu'on ne s'adaptait pas assez à elle, donc on a commencé à adapter tout notre intérieur. Donc ça, c'était la première étape. Donc on est arrivé à fermer toutes les portes à clé et à laisser uniquement la pièce de vie accessible. On est arrivé à fermer tous les placards, à mettre les choses en hauteur, tellement en hauteur que finalement on est arrivé à toucher les plafonds. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Chez personne qu'on connaît, en tout cas, ça se passe comme ça. On entre chez les gens et on voit que dans toutes les pièces, on atteint les plafonds à force de mettre les choses en hauteur. Ensuite, elle a commencé à se mettre en danger. Donc, ça pouvait être sur la route, ça pouvait être avaler des choses. Donc, ça pouvait être des accidents. Même si on était à côté, finalement, on n'arrivait plus à éviter l'accident. On mangeait à table, elle jouait par terre à côté de nous, et elle se déboîtait un bras. Donc, on passe une première fois aux urgences, une seconde fois... elle avale quelque chose, on appelle le centre antipoison qui nous rappelle 3 jours derrière pour savoir où on en est. Et tout ça, ça s'est multiplié plusieurs fois, tout le temps. Alors la première fois, quand on arrive à l'hôpital, c'est la première fois qu'on y va, donc ça va, les personnes sont bienveillantes, mais quand on y retourne 2 fois, 3 fois, 4 fois, là, le personnel soignant, ce qu'on peut comprendre, commence à être un petit peu plus insistant. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez où? Vous faisiez quoi exactement? Vous n'avez pas vu? Et donc là, on sent un petit peu le regard des autres changer. On a beaucoup de culpabilité parce que malgré tout, on essaie de faire tout ce qu'il faut et on voit qu'on n'y arrive plus. On se dit qu'on va nous retirer nos enfants parce qu'on va se dire qu'on ne s'en occupe pas, alors que pas du tout. Au contraire, on ne s'occupe que d'elle et plus du tout de la grande. Donc la grande qui a très mal vécu... cette première partie de vie, parce qu'elle pensait avoir une petite sœur et que ça allait être super, et finalement, c'était tout l'inverse. Et puis, du coup, là, on commence à se dire que, il faut qu'on fasse des démarches, qu'on entreprenne des choses, parce qu'à un moment donné, on va avoir les services sociaux. Donc là, on se dit, peut-être que finalement, elle est hyper active, parce qu'elle ne s'arrête jamais, parce qu'elle ne dort jamais. Donc petite, on se dit elle est branchée, elle est réveillée souvent parce qu'effectivement au niveau du cœur ça sonnait tout le temps, donc on se dit elle est perturbée au niveau du sommeil, ça peut se comprendre. Et puis il faut toujours qu'elle soit avec nous, il faut toujours qu'elle soit collée à quelqu'un, donc pour l'endormir, même quand elle est bébé, c'est papa qui marche des heures autour de la table, c'est dès qu'on la pose elle se réveille, c'est même nourrisson, c'est des micro-siestes, elle dormait pas plus de 25 minutes d'affilée. C'est un épuisement qui commence à nous gagner parce que on travaille tous les deux et qu'on doit tout mener de front et que c'est compliqué. Et puis
Et puis là, du coup, on commence à consulter. Et là, on pense vraiment qu'elle est hyperactive. Et puis là, tout le monde prend ça un petit peu avec nonchalance parce que elle a 1 an. Donc bon, on se dit, 1 an, ça va passer, soyez patient. De toute façon, même si elle est hyperactive, elle n'aura pas de traitement avant 5-6 ans. Donc et personne ne cherche plus loin. Donc là, déjà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est qu'à partir du moment où vous avez l'intime conviction qu'il y a quelque chose qui n'est pas commun, il ne faut jamais s'arrêter en fait. Il faut continuer, il faut enfoncer les portes parce que c'est ce qu'on a fait et finalement on a eu raison. Donc là, on a consulté d'autres médecins encore qui nous disaient mais non, vous inquiétez pas, on ne voit rien d'anormal. L'alimentation, elle a eu ses problèmes, soyez patient, essayez ça, on se revoit dans 3 mois. Et là, on perd à nouveau du temps constamment et on dort toujours pas. Ça, c'est important de le dire parce que clairement, le sommeil, c'est vital. C'est comme manger ou respirer. Au bout d'un moment, quand on n'en a plus, c'est compliqué. J'ai appelé le CHU. À ce moment-là, je ne sais pas si la PCO existait déjà, en tout cas, on n'en avait pas parlé. Et on m'a dit, il faut trouver un médecin conventionné secteur 2 pour faire des études de diagnostic. Et alors là, on demande la liste. Et puis là, il y a des délais d'attente. Et puis là, on voit un premier médecin qui nous dit « Oh ben non, vous inquiétez pas, c'est rien, je pense pas que ça soit ça. » Et là, on parle toujours d'hyperactivité. On nous a à aucun moment parlé d'autre chose. Et là, je lui dis, mais vous comprenez pas, je continue d'appeler d'autres médecins, il y a des listes d'attente énormes, même pour un premier rendez-vous, et je leur dis, mais il va y avoir un accident. Ma fille, elle finit à l'hôpital tout le temps, donc elle s'est déboîtée 2 fois les bras. Donc elle a avalé des choses, elle a bu des choses qu'elle n'aurait pas dû, même en étant bienveillant et en ayant fermé toutes les portes, les toilettes restaient accessibles et elle mangeait la pastille qu'il y avait dans les toilettes, par exemple. C'est arrivé. Donc c'était compliqué. Et à ce moment-là, on a eu enfin un rendez-vous, un premier rendez-vous donc au Belvédère à Mont-Saint-Aignan. On a expliqué tout au médecin qui nous a reçus, qui a été vraiment très à l'écoute et bienveillant. C'est la première fois qu'on avait l'impression d'être entendu et pas juste écouté. Cette personne a appelé tout de suite le CAMS à Dieppe. Il nous a fait un courrier. À partir de là, ça a été très rapide. Donc on a vu ce médecin le lundi. Le vendredi, on était reçus au CAMS. Et donc le docteur Garot est resté avec Jade pendant 2 heures. Elle nous a posé beaucoup de questions. Et au vu de ce qu'elle a vu de Jade pendant ce premier entretien, elle nous a dit à la fin du rendez-vous, vous pensez que votre fille, elle a quoi? Donc on lui a dit, nous on pense qu'elle est hyperactive. Et là elle nous a dit, non, votre fille, elle a un trouble du spectre de l'autisme. On va faire les bilans, mais on était convaincus en fait. À partir de là, on s'y attendait pas. On a été, je dirais, sidérés. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. D'ailleurs, on va dormir là ce soir. mais à partir de là, j'ai eu aucune question. C'était le blanc total parce que je m'y attendais pas, parce qu'à aucun moment j'avais pensé à ça. J'étais persuadée qu'elle était hyperactive. Et on est sorti ce vendredi soir du rendez-vous. Démunis, je dirais. Soulagés, parce qu'on avait enfin un mot sur quelque chose, mais démunis parce que à ce moment-là, on ne savait pas du tout ce qu'était l'autisme. Pour nous, l'autisme, c'était quelqu'un qui ne parlait pas, qui se balançait, et ça s'arrêtait là. Ce premier week-end, on est rentré sans information. Tout à l'heure, le docteur Rosier disait qu'il y avait des plaquettes qui pouvaient être remises. À ce moment-là, on n'en avait pas eu. Et c'est vrai qu'on n'a pas posé de questions, parce que à ce moment-là, on n'en avait pas. Donc j'ai passé mon week-end sur Internet à regarder un petit peu ce qu'était l'autisme. À ce moment-là, quand on a le diagnostic, l'acceptation est très très difficile parce que déjà il y a la méconnaissance de la chose. Et à partir du moment où on l'accepte, je dirais que moi il m'a fallu le week-end et après je me suis dit c'est bon, on y va quoi. Maintenant on sait ce que c'est, on n'a pas le choix de toute façon. Donc c'est comme ça, mais il faut savoir que c'est un tsunami. Le terme était bien trouvé par le docteur Rosier parce que l'acceptation, c'est pas la même pour tout le monde. Donc pour ma part, ça a été rapide. Pour David, ça a été un petit peu plus compliqué.
Il était un petit peu dans le déni, comme Fabrice. Ça a duré de longs mois, donc ça crée un déséquilibre familial. C'est pas un reproche, hein. C'est pas un reproche, mais après c'est normal, hein, on est humain, on ne prend pas tous les choses de la même manière. On n'est pas, même si ça ne veut pas dire qu'on n'est pas affecté pareil, ça veut juste dire que il faut le temps pour chacun, pour chaque chose. Et à partir du moment où on l'a accepté tous les deux, il a fallu le faire accepter par nos proches. Donc ça, c'est une deuxième marche compliquée parce que pour nos proches, c'était pas possible, c'était impossible. Et dans la famille du coup de David, il y a des personnes qui sont dans le médical et qui nous disaient mais non, mais c'est bon, c'est pas ça, c'est la mode en ce moment. Tous les enfants sont autistes, donc du coup ça remet pas un doute sur le diagnostic, mais ça met quand même des doutes dans la tête. Enfin, ça met de l'espoir finalement. On se dit bon, peut-être que c'est pas ça. Mais finalement, oui, c'était ça. Et à ce moment-là, je vous parle de ça, mais on était vraiment dans le creux de la vague parce qu'il faut dire les choses. À un moment donné, on avait peur de les dire parce qu'on s'est dit c'est pas possible de dire de telles choses qui sont pas belles à dire pour des parents, mais on était au bout de notre vie, hein. Sincèrement, à ce moment-là, quand on dort pas, quand on vit des choses difficiles et que ça s'arrête pas, qu'on n'a pas de solution, on se dit que finalement ça va être toute la vie. Donc là, on sent une espèce d'épée Damoclès, d'emprise, où on a l'impression de suffoquer. On se dit mais ça s'arrêtera jamais. Finalement, on va subir ça toute notre vie. Elle va subir ça toute sa vie. Comment on va faire ? Et là, le début du questionnement commence. Donc moi, j'étais plus dans des questions immédiates, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. J'étais plus du tout dans la projection. David, lui, il était complètement dans la projection. Il n'était pas sur le moment présent, il était vraiment sur l'avenir. Est-ce qu'elle va pouvoir travailler ? Est-ce qu'elle va pouvoir avoir une vie normale ? Donc voilà, on n'avait pas les mêmes inquiétudes, en tout cas au même moment. Il faut savoir qu'il y a un gros impact sur la vie sociale. À ce moment-là, quand on ne dort pas, qu'on travaille, on n'a plus de vie sociale. On n'a plus de vie de famille parce que là commence le début des prises en charge. Et du coup, on se focalise sur l'enfant qui a un handicap et on n'a plus le temps pour les autres enfants. On n'a plus de vie de couple non plus parce que il faut savoir qu'on est arrivé à une période de notre vie où on était hyper fatigué et qu'on travaillait toute la semaine et que le week-end, par exemple, on était tellement épuisé de ne pas dormir de la nuit que le week-end, on dormait par alternance. Donc, c'est-à-dire qu'on dormait par 2 heures. Donc, par roulement, toute la journée, on ne se voyait plus du tout. Donc, on passait aucun moment avec la grande et on dormait tout le week-end comme ça et on renchaînait la semaine de travail. Et ça a été notre quotidien pendant longtemps. S'en est suivi les bilans du CAMS, donc, qui ont fait que conforter le diagnostic du docteur Garot et le début de la prise en charge. Donc, Jade est rentrée à l'UNIDEP en janvier 2020. Donc avec 2 interventions par semaine, par éducatrice et psychologue. Mais à ce moment-là, c'était aussi le Covid qui est arrivé. Et du coup, Jade a fait janvier UNIDEP, février UNIDEP sauf les vacances scolaires parce que c'était fermé, mars l'arrivée du Covid. Et là, plus de prise en charge. Plus de prise en charge. On a eu, le psychologue un petit peu en visio de temps en temps, mais plus d'UNIDEP. Donc on nous a dit que dès que Jade allait rentrer à l'école, que tout allait s'améliorer, qu'elle allait faire du mimétisme et que ça allait être super. Ça n'a pas du tout été le cas. Donc Jade est rentrée à l'école en septembre, ça a été catastrophique. Tellement catastrophique que la maîtresse me disait « Votre fille, elle pleure tout le temps, je ne peux pas vous dire le contraire, elle pleure du matin au soir ». À ce moment-là, on s'est dit « Mais c'est pas possible ». Moi, quand je l'ai déposée le matin, il me l'arrachait des bras parce que je ne pouvais pas la laisser et qu'elle restait accrochée en hurlant et je savais qu'elle pleurait comme ça toute la journée. Donc quand on part comme ça au travail, c'est compliqué. Donc le mois de septembre, très très compliqué à l'école. On s'est dit, on va la déscolariser. Donc à ce moment-là, on a appelé Skinner. Skinner qui faisait que de l'accueil de jour à ce moment-là. Et là, on m'a dit, mais non, madame, pour avoir une place, déjà, il y a une liste d'attente énorme et il faut avoir un dossier MDPH. Et puis là, on se dit, c'est quoi déjà un dossier MDPH? Comment ça se passe? Donc là, c'est d'autres complications qui arrivent. Et puis, on nous avait dit également que Jade allait rattraper l'UNIDEP, toutes les séances qu'elle avait ratées finalement à cause du Covid, parce que l'établissement était fermé.
et que ça allait prolonger son contrat parce que l'UNIDEP, c'était un contrat de 1 an. Sauf que on nous a annoncé sa sortie en octobre. Donc mois de septembre à l'école catastrophique et sortie de l'UNIDEP en octobre. Donc quasiment peu de prise en charge finalement. Donc là, on attend la sortie de l'UNIDEP pour obtenir les comptes rendus et monter enfin notre premier dossier MDPH. Premier dossier MDPH novembre 2020. Par chance, monsieur Sébastien Jumel, donc le député, a appuyé notre demande et on a eu une réponse assez rapide, février 2021, donc c'est vraiment très très rapide. Et là, on a commencé les prises en charge avec les libéraux. Parce que du coup, pour un CESAD, il y avait de l'attente. Donc c'est pareil, on était sur liste d'attente, pas de place. Donc début de prise en charge des libéraux et avance des fonds des parents, du coup, finalement, parce que dossier MDPH, ça met quand même du temps à intervenir. Donc même si après, une fois qu'on l'a, la CAF paye avec rétroactivité, en attendant, il faut bien avancer le financement. Ce qui nous a fait du bien à ce moment-là, c'est le traitement. Parce qu'elle n'avait pas de traitement, elle avait que de la mélatonine à effet immédiat, et du coup, elle dormait toujours pas à ce moment-là. Donc le fait d'avoir un pédopsychiatre, il a mis en place un traitement. Donc là, on a eu beaucoup de culpabilité parce qu'on avait l'impression de sédater notre enfant. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'on avait. On se disait, mais finalement, on lui donne des médocs pour qu'elle se calme et qu'on puisse dormir, mais c'est pas ça la vie, quoi. Et on avait aussi peur parce que les traitements peuvent donner des problèmes cardiaques et on avait déjà. Donc du coup, le pédopsychiatre nous a dit, oui, il n'y a pas de risque zéro. Donc effectivement, il peut y avoir des gros problèmes. Donc à ce moment-là, on a beaucoup hésité, mais c'était tellement devenu invivable qu'on a pris le risque. Donc ça a été dur, je ne vous cache pas qu'on se levait, on se levait encore plus que régulièrement pour vérifier que tout allait bien. Mais le traitement, ça a vraiment été la première bouffée d'oxygène où finalement on a vu que ça la sédatait pas, qu'on voyait elle était restée la même petite fille, mais qu'on voyait le meilleur d'elle-même tout le temps. Et puis on a eu du coup la réponse au dossier MDPH pour l'accord d'une AESH mutualisée, alors qu'on avait demandé une AESH individuelle, parce qu'il faut savoir que là du coup, quand on a eu l'accord de la MDPH, c'était en février 2021, donc ça faisait déjà quelques mois qu'elle était à l'école, que Jade ne mangeait pas toute seule, qu'elle avait personne pour lui donner à manger, le midi à la cantine, et que c'était du coup sa grande sœur de l'école primaire qui arrêtait de manger pour lui donner à manger tous les jours. Donc ça a duré toute l'année scolaire, parce qu'au mois de février, quand on a eu l'accord pour l'AESH mutualisée, forcément, on n'en a pas eu. Il n'y avait plus de budget. Donc comme il n'y avait plus de budget, sa sœur continuait d'arrêter de manger, donc elle finissait pas son repas, parce qu'il y avait des services de cantine avec le Covid, donc elle allait aider sa sœur. Et puis du coup, on a fait un recours à la MDPH pour avoir une AESH à temps plein, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'AESH, mais on avait déjà eu l'accord. Et puis, c'était le début de notre bataille administrative. Donc là, on a commencé les recours, les démarches contre le PIAL, pour avoir quelqu'un. Donc, ils nous ont annoncé qu'ils n'avaient plus de budget. Donc on a commencé à médiatiser un petit peu l'affaire. Donc, ils se sont dit, oh là là, ils sont un peu chiants, ils commencent à nous mettre le feu. Donc, allez, pour les calmer, on va leur donner 2 heures d'accompagnement par semaine. Donc, c'était une demi-heure par jour, juste pour faire manger Jade et décharger un petit peu sa sœur. Donc, on aurait pu se dire, c'est déjà bien, mais non. Parce que les 2 heures qu'a eu Jade, ils ont été enlevés à un enfant qui était déjà mutualisé et qu'en avait vraiment besoin. Donc, on a contacté ses parents. On a médiatisé l'affaire, on a fait 4 parutions de journaux, on a fait un reportage France 3 justement avec ses parents en disant que voilà, c'était pas normal de déshabiller Paul pour habiller Pierre et inversement, on n'enlève pas des heures à un enfant. Le PIAL a été du coup consulté suite à ça, donc là ils pouvaient plus dire qu'ils avaient plus de sous. Donc ils ont dit non, c'est pas ça en fait, c'est juste que ces personnes habitent en zone rurale, c'est la campagne, du coup il n'y a personne sur leur secteur de disponible en AESH, c'est pour ça que Jade n'en a pas. Donc là il y a 2 possibilités. Soit on rentre dans une rage et on s'énerve mais ça mènera à rien. Donc on a décidé de prendre ça un petit peu avec philosophie et on a fait une offre d'emploi. Donc on a fait l'AESH et dans le pré.
Donc on a fait une offre d'emploi humoristique avec le profil de Jade et voilà, vraiment quelque chose d'assez rigolo. Donc on a médiatisé partout, on a inondé partout, on a eu l'aide aussi des médias. Et là, là, on a eu beaucoup de candidatures parce que du coup, on avait demandé à ce que les personnes intéressées nous contactent personnellement. Donc là, on s'est retrouvés avec des candidatures. Donc on s'est fait un plaisir d'à nouveau médiatiser l'affaire et d'envoyer toutes les candidatures au PIAL. Et là, ils ont retrouvé une AESH. Donc Jade a aujourd'hui une AESH à temps plein. Sauf que du coup, on nous a dit « Ok, d'accord, on va vous donner une AESH à temps plein, mais par contre, on vous enlève le temps de cantine. » Donc là, on l'a vécu comme une punition. On s'est dit « Mais c'est pas possible, ils en font exprès. » Et oui, je pense qu'ils en font un petit peu exprès. Donc du coup, AESH temps scolaire, mais ils lui ont retiré le temps de cantine alors qu'elle ne pouvait pas manger toute seule et qu'ils le savaient. Donc là, ils nous ont dit non, finalement, c'est pas à nous de payer, c'est aux collectivités de payer le temps méridien. Donc on a dû à nouveau faire des démarches auprès du maire du lieu de l'école pour obtenir du coup la prise en charge de cette partie financière. Donc on a eu la chance que le maire de Taute soit vraiment super et qu'il nous ait dit il n'y a pas de souci, il faut payer, on va payer. Donc Jade a aujourd'hui une AESH à temps complet, toute la journée, plus sur le temps méridien. Donc on a l'immunité, on a le collier d'immunité pendant 2 ans là, donc jusqu'à la fin de la maternelle, et puis après on va recommencer. Hein. Mais malgré tout, à chaque ESS, même s'il y a tous les praticiens qui viennent, même si on a la notification MDPH, et on a toujours le sentiment, le ressenti, et puis on nous dit Jade, finalement ça se passe bien à l'école. Oui, ça se passe bien parce qu'elle a une AESH. Donc là on nous dit on pourrait peut-être la retirer, on n'en a peut-être pas forcément besoin. Là, je me fais un petit peu provocatrice et je leur dis non, là, après tout ce qu'on vient de vivre, on ne va pas la retirer maintenant parce que demain, sinon, je suis en haut de la grue, quoi. Donc non. Donc sinon, notre quotidien aujourd'hui, c'est en plus d'être parents c'est difficile, hein, mais parents tout simplement, c'est difficile. Parents d'enfants atypiques, c'est encore plus difficile, mais on est aussi éducateur, psychologue, infirmier, chauffeur, avocat, secrétaire, recruteur. On n'a pas de répit par manque de temps, par crainte aussi, parce que le répit existe, mais par crainte, on avait la crainte de la laisser, parce que elle était petite et on a toujours l'angoisse, on sait qu'elle a du mal à s'adapter, et ça c'est quelque chose sur lequel il va falloir peut-être qu'on travaille aussi, mais voilà. Notre quotidien aujourd'hui, c'est de tout négocier. C'est de négocier l'habillage, c'est de négocier le fait de manger, c'est de négocier la douche, c'est de négocier les dents, c'est de négocier le traitement, c'est ça. C'est essayer de manger, gérer une crise, réchauffer son repas, réparer une bêtise, remanger, arrêter de manger. C'est être toujours sur le qui-vive parce qu'elle n'a aucune notion du danger et qu'elle est toujours à 2 doigts de se faire écraser. C'est prendre une douche et sortir à moitié lavé parce que c'est pas possible. C'est rentrer dans un magasin sans être sûr de pouvoir faire les courses et des fois d'être obligé de sortir en laissant le caddie parce qu'il y a trop de lumière, trop de bruit ou parce qu'elle se retrouve devant quelqu'un qui lui fait une réflexion parce qu'elle bouge pas et qu'on lui dit pardon et que du coup d'un seul coup elle est sidérée et que si j'ai pas l'œil sur elle, c'est compliqué. C'est lui couper les ongles la nuit, hein, par exemple, parce qu'elle supporte pas ça. C'est l'endormir un soir sur 2 par alternance, donc c'est papa ou maman, parce qu'elle ne peut pas s'endormir toute seule, malgré les traitements qu'elle a aujourd'hui. L'endormissement est toujours compliqué et elle veut toujours que ça soit maman. C'est pour éviter que ce soit maman et que maman ait un petit peu de répit, un soir sur 2 pour s'occuper de la grande, je suis obligée d'aller dans ma voiture, de simuler un rendez-vous médical, on en est là. Pour pouvoir faire accepter qu'elles doivent s'endormir avec papa. C'est toujours un réveil nocturne minimum par nuit. C'est être stratège, c'est tout détourner par le jeu. C'est aussi avoir envie de l'encastrer dans le mur, faut le dire, parce que quand elle fait une crise, qu'elle balance tout, qu'elle est dans la provocation,
C'est ça, on peut essayer de manger et qu'elle monte sans cesse sur la table en se mettant en danger, en balançant tout ce qu'il y a sur la table, en cassant la vaisselle. Ça peut être ça. Mais à côté de ça, il y a aussi du positif. Hein. On ne va pas tous se tirer une balle en sortant. C'est une petite fille qui est pleine de vie, qui est joviale, qui est très franche, qui a une franchise à toute épreuve, donc qui nous fait beaucoup, beaucoup rire, qui a un grand sens de la répartie, qui est très spontanée. Elle a un sourire magnifique et voilà. Aujourd'hui, les troubles de Jade, ils sont un petit peu à tous les niveaux. Ils sont sensoriels. Donc bébé, elle enlevait ses couches. Ça aurait pu aussi déjà nous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Toutes les nuits, elle enlevait ses couches. Donc c'est les problèmes de vêtements. Donc encore cette semaine, je l'ai emmenée chez le neurologue et elle était toute nue, mais vraiment toute nue, dans une couverture. Et elle marchait au milieu de tout le monde et elle va à ses rendez-vous comme ça. Donc c'est compliqué. Elle a passé une année scolaire à aller à l'école en pyjama parce qu'elle supportait rien d'autre. Là, on vient de passer un mois difficile où elle était tout le temps toute nue, que c'était vraiment impossible de l'habiller. Aujourd'hui, grâce à Skinner, qui nous a trouvé une ergothérapeute, qui nous a donné des clés, on essaie de s'en sortir, de négocier des choses et d'améliorer le côté habillement. Mais les chaussures, ça peut être compliqué. Petite, elle tapait beaucoup des pieds. Donc on a fait 10 000 magasins. On se disait les chaussures sont trop petites. Le magasin n'est pas adapté. C'est la fluctuation des sens, la lumière, le bruit. C'est l'insensibilité à la douleur. Donc elle peut très bien se déboîter un bras. Et quand elle s'est déboîté les bras, elle n'avait aucune douleur. Elle ne nous a pas dit qu'elle avait mal. Juste, elle n'utilisait plus son bras. Par contre, si elle a une griffure, c'est la fin du monde. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, elle en fait exprès, elle se déboîte le bras, elle dit rien, et elle a une griffure, et là, on peut plus la laver pendant 3 jours, quoi. Donc non, c'est pas des caprices, c'est juste que c'est la sensorialité, c'est compliqué. On a passé un moment aussi où on pouvait pas du tout l'attacher dans son siège auto, la laver, la sécher. C'est l'auscultation chez le dentiste qui peut être très compliquée. Alors je vous conseille le docteur David, hein, je fais la petite pub avec un campois, qui est très patient, mais qui endort les enfants à la méopa, et malgré les traitements qu'on lui avait donnés avant, ils n'avaient jamais vu ça, ils lui avaient donné une dose de dingue et elle n'avait pas dormi. C'est essayer de trouver des clés, c'est quand on l'emmène aux urgences, finalement, là dernièrement, on est allé aux urgences de Dieppe pour un problème cardiaque, elle avait des douleurs. Finalement, on a dû faire sortir tous les médecins et la brancher nous-mêmes, parce qu'elle ne supportait pas d'être touchée par un médecin. C'est prendre les constances avant de partir. Donc on a tous les appareils à la maison, pour éviter la case infirmière, quand on arrive à l'hôpital, et passer directement à l'essentiel, à l'auscultation du médecin. Donc ça, c'est pour la sensorialité dans les grandes parties. Donc après, le sommeil, bon, j'en ai parlé, c'est toujours compliqué, hein, l'endormissement, les réveils. Le lever matinal, c'est l'alimentation qui est compliquée, les troubles de l'oralité, c'est manger toujours la même chose, de la même couleur, de la même texture, sans sauce, pas mélanger, c'est ne pas avoir les mains sales. Sa petite aussi, bébé, elle supportait pas d'avoir les mains sales, et quand elle a commencé à manger, il fallait qu'elle se lave les mains, ou en tout cas qu'elle se les essuie entre chaque chose, chaque bouchée. C'est le comportement, c'est ne pas regarder dans les yeux, grimper partout, donc oui, avaler des choses, faire des bruitages d'animaux, hein, quand vraiment elle est perturbée, ou qu'elle est fâchée, ou contrariée, elle arrête de parler, elle siffle, elle fait des bruits. C'est l'incapacité de temps en temps, au début là ça va mieux, mais de se faire des amis, c'est être trop franche, et quelquefois nous ça nous fait rire parce qu'elle est petite, mais en grandissant c'est pas forcément socialement acceptable, par un employeur notamment. C'est ne pas aimer être touché, c'est se faire du mal de temps en temps, se taper, se griffer, taper les autres, c'est des difficultés au niveau des émotions ou des interprétations. Aujourd'hui, Jade, en termes de suivi, donc elle a une séance de psychologue 1 semaine sur 2, elle a une semaine d'habilité sociale 1 semaine sur 2, elle a une séance d'orthophoniste normalement 1 semaine sur 2, une séance de psychomotricienne, l'orthophoniste toutes les semaines, pardon, je vous dis des bêtises, la psychomotricienne toutes les semaines, l'orthoptiste toutes les semaines, l'ergothérapeute, donc c'est en cours pour la sensorialité, elle a Skinner maintenant qui intervient aussi. Et elle est suivie par un neurologue et un pédopsychiatre. Donc on a mis en place beaucoup de choses à la maison, tout ce qui est séquentiel, affichage des émotions, jeux sensoriels, brosse sensorielle, sécher les vêtements, tout ce qui est en microfibres, en matière particulière, les récompenses. On tenait aussi à vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont manqué. Je tiens à préciser... Dans un premier temps, je suis en cours de diagnostic également. Donc pour moi,
J'ai beaucoup de facilité à dire ce qui ne va pas, comme ce qui va aussi. J'ai été, comment dire, j'étais admiratif devant le discours du docteur Rosier. Mais pour nous, ça n'a pas toujours été le monde des bisounours. Il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été. Un traitement médicamenteux, notamment pendant le camps, je pense que ça aurait peut-être été utile. On n'en a jamais eu. Juste de la mélatonine. De la mélatonine, oui. Un accompagnement après le diagnostic. On n'en a pas eu. Un suivi après le camps. On a eu le sentiment que le camps, pour nous, après, ça a été une porte qui s'est fermée et on s'est un peu débrouillé. On aurait aimé également avoir un suivi psy pour la famille, parce qu'on travaillait toute la semaine, on ne voulait pas aussi quitter le travail, on voulait avoir une vie en dehors du handicap. Un répit pour la fratrie, la grande sœur en souffre énormément. Une aide dans les démarches, la lourdeur administrative, le délai de traitement MDPH qu'on dit depuis le début de l'après-midi, le délai d'exécution des notifications MDPH, la liste d'attente énorme pour les praticiens et pas savoir vers qui se tourner, le coût financier et aussi le manque de place, le manque de place ou de disponibilité sur le secteur fait qu'on a été amené. Donc pour la petite histoire, Jade avait un pédopsychiatre qui malheureusement a été radié de l'ordre. On s'est retrouvé du jour au lendemain sans pédopsychiatre. On n'en a pas trouvé. On était sur liste d'attente partout, donc on n'avait pas de suivi, plus de suivi pour le traitement de Jade alors qu'elle avait un lourd traitement. Donc on a été obligé d'aller sur Paris. Donc maintenant pour le pédopsychiatre, on est obligé d'aller sur Paris. L'ergothérapeute, du coup, pour trouver une ergothérapeute disponible et qualifiée sur le côté sensoriel, c'est compliqué. Donc du coup, on va sur Bernay. Donc voilà, on fait quand même des kilomètres en fait. Donc là, c'est ce qui nous a un petit peu mis en difficulté, mais il y a aussi des choses qui nous ont aidés et qui nous ont sauvés, je dirais, parce que clairement, sincèrement, ça a été les montagnes russes et on s'est retrouvés beaucoup dans le mal. Et aujourd'hui, on n'a plus peur ni honte de le dire, parce que je pense qu'il faut dire les choses. À un moment donné, on ne peut pas vivre. On se retrouve tous seuls une fois qu'on a eu le diagnostic. À un moment donné, on a tous un moment de flottement. Et ce moment de flottement, il peut être grave, parce que nous, en tout cas pour notre cas, on a pensé au pire. Parce que sincèrement, on n'avait plus de vie, on ne trouvait plus d'intérêt à notre vie, on n'avait plus rien d'agréable et tout était compliqué. Et sincèrement, on aurait pu vraiment se foutre en l'air. Ça a été vraiment une étape compliquée. Donc on a pris, en tout cas pour ma part, j'ai eu un suivi psychologique qu'on a fait de notre côté, parce que du coup, on n'a pas eu d'aiguillage. Mais ce qui nous a beaucoup aidé, c'est l'adhésion à des groupes sur les réseaux, c'est de trouver des personnes qui vivent la même chose que nous. C'est la Fée, où je me suis rendue, du coup, qui a fait beaucoup de bien. C'est de rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose que nous, qui nous a beaucoup aidés, et notamment à reprendre une vie sociale, parce qu'à ce moment-là, on n'en a plus. Et de commencer à reprendre une vie sociale avec des personnes qui vivent la même chose et qui sont sans jugement, c'est quelque chose qui rassure et qui permet de reprendre confiance. Donc c'est vraiment super important. C'est le groupe de parents. La psychologue qui suit Jade a fait un groupe de parents. Donc on peut aussi... on se rencontre régulièrement. C'est de garder une activité professionnelle, même si je ne vous cache pas que ça n'a pas été tous les jours facile, de ne pas dormir, de vivre toutes ces choses, qu'on me l'arrache des bras et de devoir quand même aller travailler. Il y a plus d'une fois où j'ai fait le trajet en pleurant. Heureusement, j'ai beaucoup de route. J'ai le temps de me calmer. C'est aussi... alors, on n'a pas fait toutes les formations, mais on a fait une formation justement sur les proches aidants.
qui permet aussi de faire de belles rencontres. C'est les événements comme aujourd'hui qui fait qu'on rencontre, on se re-rencontre, on crée des liens, on crée du surlien, il y a vraiment des affinités qui se créent et ça fait vraiment du bien. Et paradoxalement, ce qui nous a fait aussi du bien, parce qu'il faut quand même trouver du positif dans ce qui nous arrive, parce que sinon on ne s'en sort pas. Jade, elle a été diagnostiquée autiste, ok, mais c'est pas la fin du monde. Finalement, on n'est pas les seuls, il y a plein d'autres personnes dans notre cas. Ce qui s'est passé, c'est que ça nous a fait évoluer finalement. Le positif de tout ça, c'est que en fait, on était pris dans le cours de la vie de tout le monde. On était dans le rendement, dans toujours trouver un poste mieux rémunéré, plus avantageux, plus intéressant. En fait, on était toujours dans le plus, et finalement, on passait à côté de notre vie. Et le fait que Jade ait ce handicap, clairement, ça a fait voler tout ce en quoi on croyait, toutes nos convictions, toutes nos certitudes, toute notre projection. Finalement, ça a permis de prioriser ce qui était le plus important pour nous. Et d'un seul coup, ça a mis un stop vraiment à tout. Et on est reparti sur de bonnes bases. On a eu la chance, parce qu'il y a beaucoup de parents d'enfants autistes qui traversent des difficultés de couple. Et il y a beaucoup d'enfants de parents qui se séparent, et du coup des familles qui se retrouvent monoparentales à vivre ce genre de choses seules en plus, c'est difficile. Donc on a eu la chance d'avoir la même perception de la chose et de revoir ensemble les priorités et d'être d'accord sur ce qu'on attendait du coup de la vie. Donc aujourd'hui, clairement, on a une vie simple, on a arrêté d'être carriériste, on se contente de ce qu'on a, on cherche le positif parce que finalement il y en a. Mais voilà, c'est vraiment ce côté-là, de reprioriser notre vie, et ça nous a rendu plus cool, plus sociable. C'est pas qu'on l'était pas avant, mais on est plus à l'écoute des autres. Et finalement, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche, parce qu'on a tellement été dans le mal, et finalement, on nous a tendu la main. Enfin, des gens qu'on ne connaissait pas nous ont aidés, et aujourd'hui, notre souhait, c'est de sensibiliser à l'autisme, à la différence, à l'inclusion, au handicap en général, mais c'est aussi, et surtout, d'être pour d'autres personnes qui traversent des difficultés comme celles par lesquelles on est passé. Donc c'est d'être pour ces personnes ce que d'autres ont été pour nous à un moment donné dans notre vie où vraiment on était au fond, quoi. Voilà. Je vous avais dit que j'allais parler longtemps. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou des... Oui. Alors moi, je suis la grand-mère d'un enfant autiste. Ma fille a le Covid, c'est pas de chance. Je suis bouleversée comme vous, parce que tout ce que vous avez vécu, je l'ai vécu, en plus avec ce sentiment d'impuissance. Moi, je suis la grand-mère, je suis pas la mère, donc ma fille au téléphone en pleurs et tout, j'ai vu ça. Bon, ça y est, je suis émue. Bon, à part ça, il va falloir que je prenne sur moi. Stéphane a aujourd'hui 13 ans. Il est en collège. Et j'ai envie de vous dire, lâchez rien, lâchez jamais rien, parce que ça continue en collège, avec le collège. Et bon, j'ai été enseignante toute ma vie, et je peux vous dire que l'éducation nationale ne fait pas de cadeaux à ce niveau-là. Voilà, pour l'instant, alors Stéphane a été diagnostiqué en maternelle, il a eu une AESH formidable, qu'il avait 12 heures par semaine, ça s'est très très bien passé, j'ai eu un petit garçon épanoui, bon... Tout ce que vous pouvez dire, on connaît, hein, les petites tics, les petits trucs qu'il y a, la nourriture partagée, les vêtements et tout. Bon, on a eu ça. Mais ça, c'est rien. C'est une richesse, ces gamins-là. On a appris à vivre avec lui, à le comprendre, à savoir réagir avec lui, puis à avoir une connivence avec lui, parce que... Voilà. Mais arrivé au collège, il avait son AESH 12 heures par semaine, en 6e. Et puis, on a trouvé qu'il n'était pas assez autiste, en fait. Voilà, les profs ont trouvé que ce petit garçon-là, il était calme en classe, il ne faisait pas de bruit, il est intelligent, il n'a pas de déficience intellectuelle, donc il travaille bien. Il travaille bien grâce à son AESH qui faisait un boulot fantastique,
qui reprenait les consignes, qui les séparait parce qu'il avait besoin de choses, que les choses viennent une par une. Donc voilà, ça se passait bien, mais ça se passait tellement bien que au Givasco, voilà, on lui a dit ça va bien. La MDPH a dit plus d'AESH. Donc il s'est retrouvé en 5e sans AESH. Il a écrit lui-même une lettre. Alors, il y a tout le dossier. Vous connaissez le parcours du combattant, les nuits sans sommeil où on se dit est-ce que j'ai bien fait là. Et l'AESH était partie. Elle n'était pas nommée au départ. Elle était dans le même établissement que lui, mais elle n'avait pas le droit de l'approcher. Parole du principal. Elle ne doit pas approcher votre fils. Donc voilà, il n'a toujours pas d'AESH, donc redossier, recommencer, ESS, etc. Alors il y a des petits détails comme ça qui vous montrent que les choses sont terribles au collège. L'ESS, il y a le compte-rendu des profs. Parmi les profs, il y a ceux qui comprennent, ceux qui savent et qui ne veulent pas comprendre. Il n'est pas autiste, c'est tout. Et il y a aussi l'avis des parents. Alors, petit détail concret, l'avis des parents... le reste était en police 12 dans le compte-rendu, l'avis des parents était en police 5. Voilà, illisible. Bon, je vais passer là-dessus. On recommence donc là tous les dossiers, mais ce que je voulais dire aussi, et c'est madame qui l'a dit, le regard des autres est terrible. C'est-à-dire que ma fille, chaque fois elle se bat, elle fait comme vous, elle se bat. Et alors, elle est toute seule, elle, malheureusement. Et chaque fois qu'elle vient au combat, qu'elle en demande, qu'elle veut argumenter, on lui dit « Mais madame, ce que vous faites là, vous le faites au préjudice de votre fils. C'est vous qui n'allez pas bien. » Voilà, on en est là. C'est dur. Oui, c'est dur. Alors, elle se blinde. Moi, vous voyez, ça me laisse pas indifférente, c'est ma fille. Elle se blinde. Elle a entendu des tas de choses. Les autistes, forcément, les parents sont alcoolos. Ah. C'est une formation de l'éducation nationale qu'elle a suivie, elle, parce qu'elle est aussi instite. Elle a dit, tiens, moi, je vais le faire, parce qu'elle a aussi des enfants autistes dans sa classe. Voilà, ou c'est des cassos. Il ne faut pas demander. Oui. Elle a entendu ça de collègues. Elle dit, j'ai fini en larmes, je suis partie, c'est horrible. Alors le regard des autres, oui, est très important, et je crois qu'on a tous intérêt à travailler pour que ce regard change. Oui, merci beaucoup. Le regard est très important, mais il y a aussi, après, le monde de l'autisme, c'est un immeuble qui vous tombe dessus, mais après, on rencontre aussi des super personnes. Il y a Mathilde, par exemple, qui nous a donné plein de clés. Et du coup, on oublie le regard et puis on passe à autre chose et puis on va y arriver. Donc, merci. J'ai un petit truc à rajouter, moi, là-dessus. Mathilde, c'est l'éducatrice de Marceau qui travaille au CESAD et qui a fait l'intervention sur les formations des proches aidants. Bravo, Mathilde. J'ai un petit truc à rajouter sur ce que vous aviez dit. Nous, on a eu plusieurs réflexions de... Elle est autiste, pourtant, ça ne se voit pas. Ça, tout le monde l'a eu. Je vais donner une image que Fanny aime bien. C'est la bouteille de coca. Jade, c'est une bouteille de coca le matin. On va la mettre dans le bus, il va y avoir une odeur. On va la secouer. Il va y avoir du bruit. On va la secouer. À l'école, on va lui demander des trucs. Elle n'a pas envie. Du coup, elle va secouer la bouteille. Le midi, il va y avoir du bruit à la cantine. On va secouer la bouteille. L'après-midi, on va lui redemander des choses. On va secouer. Et le soir, elle rentre à la maison, elle est bien, elle est dans son élément, on ouvre la bouteille. Et c'est là, c'est à ce moment-là que ça se passe très bien à l'école, comme nous, ça se passe relativement bien. Mais si on retire l'AESH, à la maison, ça ne sera pas possible. Tout à fait. Il y avait une autre question. Je vais rebondir juste. Je vais confirmer les propos. Je ne mets pas le micro trop près, mon fils, parce qu'apparemment on m'entend fort. Je vais confirmer les propos de Fanny, Fabrice, David et Aurélien. On a eu la chance de se rencontrer sur les formations l'année dernière. Et effectivement, on se crée du lien, ce vrai lien entre familles, parce qu'on est dépourvu, on est désorienté. Pour ma part, j'ai fait une grosse dépression à la suite des prémices du diagnostic de Maëlle. Après, on se retourne sur soi, on se retourne sur ses autres enfants.
Et du coup, on se dit, on n'est pas tout seul et il faut dégager une certaine solidarité, une certaine fraternité, une certaine sororité, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes. Le seul homme que j'ai rencontré sur les formations, il se trouve là devant vous. Et il m'a coupé. Moi, je n'étais pas là, Fabrice, il n'y avait que David. Désolée. Et du coup, depuis presque un an, il m'a coupé l'herbe sous le pied de cette canette de coca et je l'use et j'en abuse en fait aussi pour Maëlle, parce que dans tous les traits de Jade, je retrouve Maëlle. Et du coup, effectivement, je l'use depuis une semaine parce que sa formidable AESH est absente. Et on me dit, mais non, tout se passe bien à l'école. Oui, Maëlle n'a plus de pause sensorielle, Maëlle n'a plus les mêmes moyens, Maëlle n'a plus les mêmes repères. Et effectivement, à la maison, le soir, c'est carnage, quoi. On jette tout, on casse les jouets, je me prends des coups. Après, il n'est pas responsable de son comportement, de ses attitudes. Effectivement, des fois, j'ai des bleus, mais c'est pas des bleus d'amour, en fait. C'est le bleu que j'ai pas dans mes yeux, c'est le bleu de son cœur que j'ai sur le corps. Et du coup, en fait, on vit tous les mêmes choses. Et c'est de cette solidarité qu'il faut continuer et il faut se battre. Et hier encore, je disais à un journaliste, parce que voilà, je vais aller me battre jusqu'au bout, mais elle n'a plus son AESH et il devrait y avoir une personne qui remplace. C'est tant qu'il y aura un enfant en situation de handicap sur le côté, je me battrai pour lui. Avez-vous une autre remarque parce qu'il est presque 18h, l'heure de clôturer peut-être. Jade est accompagnée par Skinner, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, en Oui. plus de tous les autres, mais voilà. Ils sont Qui ici sont là présents dans la aujourd'hui. salle. Ils sont dans la salle. Alors pour clôturer cette journée, on voulait remercier tous nos intervenants qui ont pu faire des témoignages très denses, émouvants, difficiles. Donc voilà, et, je vais laisser le mot de la fin à Emmanuelle. Un grand merci à tous les intervenants qui se sont mobilisés bénévolement et dont les exposés ont séduit l'auditoire. Merci à vous pour vos témoignages, effectivement très touchants et émouvants. Le parcours du combattant, on l'a beaucoup entendu aujourd'hui et je crois que voilà, le mot est très fort et on l'a reconnu au travers vos histoires respectives. Merci, merci à vous. Nous souhaitons également remercier et féliciter celles et ceux qui ont participé à l'organisation de ces journées et les partenaires du territoire qui se sont associés. Je voulais vous lire un petit mot de Madame Nancy Couvert, directrice générale de l'API de Dieppe, qui n'a pas pu être présente. Quand Charlotte Pouchin, coordinatrice, a sollicité le comité de pilotage autisme de notre association pour organiser une action lors de la journée de l'autisme, personne n'avait imaginé un tel programme. Malgré les conditions climatiques, la première semaine Tous en bleu pour l'autisme est un succès. Celui d'avoir répondu présent, d'être tous ensemble. Personnes en situation d'autisme, famille, professionnels, collectivités, réunis pour la même cause. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour construire ensemble l'édition 2023. Bravo.